J'ai le plaisir d'avoir Mecca Brunel, qui est la première femme présidente au CEO de Gecina. Mecca, vous êtes, Gecina, c'est la première foncière d'immobilier de bureau au niveau européen qui pèse plus de 20 milliards d'euros. Rapide rappel de votre parcours, vous êtes né en Iran, arrivé en France à 16 ans, vous êtes ingénieur travaux publics de ESTP et titulaire d'un executive MBA de HEC. Et en 2006, vous êtes la première femme présidente de Eurosic. En 2009 jusqu'à 2017, vous êtes la première femme présidente de Ivanhoe Cambridge pour l'Europe. Et en janvier 2017, vous êtes la première femme CEO de Gecina. Donc, la crise de COVID a impacté Gecina comme toute entreprise et votre groupe était particulièrement rapide dans ses réactions. Gecina a annoncé des mesures pour accompagner les locataires salariés dès le 27 février dernier, puis vous avez fait un RSE justement pour faire la disposition de logements pour des femmes victimes de violences conjugales et pour les soignants. Et sauf erreur de ma part, vous avez proposé que votre salaire soit diminué. Wow, vous avez fait tout ça. Et selon vous, est-ce que c'est beaucoup par rapport à l'effort demandé aux grands groupes ou est-ce que c'est normal aujourd'hui? Cette crise a été extrêmement violente, inédite, inattendue. Même si ça faisait un moment qu'on entendait ce qui se passait en Chine, mais enfin la Chine c'est loin et on se sentait peut-être pas autant concernés. Nous avons pris des mesures rapidement parce que nous avions la possibilité aussi, nous avions fait énormément de choses en matière de logistique et d'informatique et autres qui nous a permis de basculer pour tout le personnel administratif du travail à distance. Nos gardiens d'immeubles ont été sur le terrain. Vous avez oublié de dire qu'ils ont eu droit à une prime nette dès le mois d'avril de 1 000 € par rapport à toute leur implication et toute leur présence et ceux qui, au sein de l'organisation, les accompagnaient aussi au quotidien. Nous avons vu dans cette période d'ailleurs l'importance de tous ceux qui ont ces rôles dans le quotidien. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait évidemment avec l'appui de notre conseil d'administration et de nos actionnaires, mais nous l'avons fait spontanément. Ça me paraissait normal, ça nous paraissait normal, ça nous paraissait évident qu'il fallait faire les efforts qu'on a fait. Ce ne sont pas si importants que ça par rapport à l'ampleur de ce qu'il fallait faire, mais nous avons considéré, et je suis reconnaissante à la fois à mon conseil d'administration et à mes collègues de m'avoir suivi, que ce sont des petits gestes qu'on pose qui permettent d'avancer et que si chacun attend que quelqu'un d'autre fasse les gestes, eh bien, on n'y arrive pas. Et ça a été le cas de beaucoup d'entreprises, beaucoup de citoyens. Spontanément, on s'est mobilisés et ça nous fait chaud au cœur. Ça fait du bien de voir ça. Si nous devons un jour revivre une crise similaire, que souhaiterez-vous que votre groupe gère différemment et avez-vous mis en place différentes actions pour anticiper un autre Covid? Bon, d'abord, cette fois-ci, on ne sera pas surpris. Dans la liste des choses qui vont nous arriver, en tout cas, les pandémies ne sont pas simplement des mots, ce sont des choses qu'on entreprendra. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui nous surprendront. Je dirais que on a appris la flexibilité, la réactivité et la capacité de se mobiliser très rapidement. Ça a été quand même une bonne expérience et nous nous sommes rodés. Maintenant, de vous à moi, j'espère que nous n'allons pas le revivre très rapidement parce que ça mettrait toute l'économie sur le flanc et ça serait bien que justement notre engagement citoyen collectif partout dans le monde nous amène à respecter ces gestes barrières au minimum pour ne pas retomber dans ce qu'on a vécu. Ce qui est plus difficile, c'est de se dire que le Covid, comme toute crise, les crises ne créent pas les tendances, les accélèrent. Et l'accélération qu'on voit, c'est quelque chose dont on parle depuis quelques années, c'est l'urbanisation, la centralisation autour des hubs de transport et des mixités d'usage. C'est la digitalisation qui entraîne la disparition d'emplois administratifs au bénéfice des emplois de services et à valeur ajoutée. On l'a vu, hein, ce sont les emplois du service qui étaient là tout le temps et ça a fonctionné.
En France, ça a fonctionné. On a les éboueurs, l'approvisionnement des supermarchés, etc. On n'a pas manqué l'électricité, le gaz, le reste, on a manqué de rien. Et la troisième chose, c'est le cycle climatique. Donc, il faut que notre conscience de tout ça soit encore plus importante et que nous nous disions que ce qui nous attend, cette crise économique, nous entraîne dans une responsabilité d'augmenter la formation, le repositionnement, l'accompagnement de l'ensemble de la population et nous, modestement, de nos collaborateurs, pour les amener vers d'autres métiers, d'autres capacités, d'autres fonctionnements, car il y a beaucoup de choses qui vont s'automatiser dans cette période. Et ça, c'est important à comprendre. L'autre chose, c'est les métiers de service. C'est pour ça qu'on a lancé une marque qui est You First. Et cette marque, qui est une marque ombrelle et qui se décline en fonction des différentes sous-marques, des différentes classes d'actifs, eh bien, nous amène à être encore plus à l'écoute de nos clients, encore plus à leur service, et à la fois améliorer la qualité de nos immeubles et la qualité de notre écoute et de nos services à leur égard. C'est un vrai challenge, mais comme diraient les Chinois, ce que je vais mal prononcer, il y a deux idéogrammes qu'on met ensemble, l'un qui veut dire chance et l'autre qui veut dire danger, et l'addition des deux fait opportunité. A priori, c'est Weiji, mais il paraît que la manière dont je le prononce, ça veut dire poulet rôti. Donc voilà. Mais cette opportunité, c'est aussi l'occasion de les saisir et de les saisir en donnant la chance à l'ensemble de nos collaborateurs de comprendre leurs engagements, leurs responsabilités et d'être force d'action tout en respectant des règles, des principes et des méthodes. Quels sont vos nouveaux projets à la lumière de ces mutations sociétales et particulièrement le développement de télétravail chez vous? Alors, c'est un peu trop tôt de parler de télétravail puisque ce que nous avons fait pendant cette période de confinement, ce n'était pas du télétravail, il n'y avait pas de règles, c'était du travail à distance. Télétravail entraîne règles, méthodes, règles de management, façon de faire, etc. Moi, je pense que plusieurs réflexions là-dessus. On le voit bien depuis que nous avons repris, eh bien, ça devient beaucoup plus difficile pour nos collègues qui sont à distance de rentrer dans une réunion. Vous avez 4 personnes en présentiel dans une salle, 20 en ligne. Eh bien, c'est les 4 qui l'emportent parce qu'il y a le non-verbal, il y a les apartés, il y a les discussions, il y a le clin d'œil, il y a le 3 dimensions qui est quand même important. Et on voit bien que ça devient plus compliqué. L'autre sujet, c'est que nous avons vécu un stress très important pendant cette période. D'abord, c'était la peur de tomber malade et autres, la peur pour sa famille, la peur pour son entourage, pour l'entreprise, pour ses collègues, pour tout le monde. Et puis, il y avait aussi le fait qu'on se déconnectait, on se reconnectait sans heure de pause, et sans parler qu'on avait les enfants, les personnes âgées, etc., à s'en occuper. Le troisième point de vigilance, c'est que nous avons, les gens qui étaient seuls sont devenus encore plus solitaires et certes, on a été en contact avec tout le monde. Moi, j'avais demandé à ce qu'on prenne régulièrement des nouvelles des uns des autres, mais en vérité, on prenait les nouvelles que des personnes dont on avait besoin de prendre des nouvelles. Et qu'il n'y avait pas la possibilité, on a d'expédier les affaires courantes, il n'y avait pas la possibilité de tomber sur quelqu'un, de parler de la pluie et du beau temps et de décider sur de nouveaux projets, de faire des projets, de travailler ensemble, de réfléchir. Tout ça, ce n'est pas possible à distance. On doit, moi je suis d'avis, et puis je pense qu'il faut peut-être sacraliser un peu le domicile. Le domicile est important parce que ça a été le lieu de refuge, mais est-ce que le domicile doit devenir aussi lieu de travail? Et dès lors qu'il devient un lieu de travail, quelles sont les règles d'utilisation et quelles responsabilités pour les chefs d'établissement? Vous savez qu'un chef d'établissement est aussi responsable des gens quand ils travaillent chez eux. Donc, s'ils se blessent, s'ils sont malades, je ne sais pas moi, si leur installation, le confort, etc. Donc, il y a beaucoup de réflexions. Je pense qu'il faut qu'on attende que la poussière tombe, si j'ose dire, qu'on passe cette période-là, qu'on en tire des enseignements un peu plus à tête reposée et qu'on se dise qu'il faut probablement arrêter les transhumances, vous savez, 2 fois par jour, le matin et le soir, qui sont d'ailleurs régulièrement dues à l'école, parce que l'école commence à heure fixe, se termine à heure fixe, mais qu'on trouve des tiers-lieux, des capacités d'être plus proche de chez soi et de travailler différemment. Il y a énormément de règles de convivialité qu'il faut écrire. Et puis nos immeubles de bureaux, comme nos immeubles de logement, doivent devenir beaucoup plus accueillants, beaucoup plus attractifs, beaucoup plus des lieux de mieux vivre ensemble, de bien
vivre ensemble. Et pas simplement parler de bien-être, qui est quelque chose de très individualiste, ça fait un peu spa. Alors que le bien vivre ensemble, et on l'a vu dans nos immeubles résidentiels qui étaient pleins à craquer, on a vu les difficultés qu'il y avait entre les personnes âgées, les enfants, les ados, les gens qui travaillaient, etc. Donc, on doit réapprendre, réapproprier les choses. Et puis, il y a aussi des problèmes de confidentialité quand on travaille à distance. Vous avez vu encore qu'une grande compagnie d'assurance s'est fait hacker depuis une semaine, enfin depuis la fin de la semaine dernière. C'est des problèmes de confidentialité, des réseaux et autres. Donc, réfléchissons, mais une chose est certaine, nous l'avions déjà commencé, il faut continuer. La qualité des immeubles, la qualité de l'accueil, la qualité des espaces. On n'aura pas bon du premier coup, mais il faudra y travailler et sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier, et aussi la qualité de vie dans nos résidences. Justement, avec cette qualité de vie, vous avez résumé dans une belle formule, le monde d'après, c'est un monde inclusif avec le développement durable. L'écologie et l'économie seront au sein humain au terme, les deux branches de ce monde qui nous attend. Plus d'inclusion pour un groupe qui a déjà plus de 45% de représentation féminine dans son conseil. Cela veut dire quel objectif particulièrement dans l'après-Covid? C'est un sujet qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde d'être visible et de prendre les responsabilités que les personnes souhaitent prendre ou pas dans le domaine d'expertise qui est la leur. Je ne me donne pas d'objectifs chiffrés parce que je pense que vous avez vu que pour la 4e année consécutive, nous sommes numéro 1 sur le podium et de loin des sociétés en termes de féminisation des instances dirigeantes. Nous allons continuer dans ce sens-là. Il faut qu'on poursuive dans cette inclusion, évidemment, des femmes, évidemment, des personnes de toute origine, de toute couleur, de toute taille, de tout âge. Vous avez vu que j'ai un effet Covid avec les cheveux blancs. C'est une conséquence de tout ça. Et qu'on continue à travailler les handicaps, pas handicaps. Il faut qu'on soit dans un monde inclusif. C'est beaucoup d'énergie. Vous savez, peut-être que ce que ce Covid doit nous apprendre, cette Covid, parce que c'est une maladie, ce virus doit nous apprendre, c'est de regarder à quel point la vie est importante. Et c'est la première fois que 85 pays décident d'arrêter l'économie pour protéger la vie, que peut-être pas grand monde, mais on a considéré que c'était important. Ça devrait nous amener à réfléchir. Eh bien, quand on pense à l'importance de la vie, il faut aussi qu'on pense à l'énergie qu'on dépense inutilement dans des querelles qui n'en valent pas la peine. Et qu'il faut qu'on soit beaucoup plus dans un monde qui est un monde où on considère que nous sommes tous les habitants d'un seul pays, les branches d'un même arbre, les feuilles d'une même branche, et que cette inclusion est quelque chose d'important. Et ce sont des principes dans lesquels j'ai grandi, ce sont les principes de Baha'u'llah, pour ne pas le citer. Et c'est important de l'avoir en tête. C'est important de l'avoir en tête parce que ça prend de la valeur dans la mesure où la vie devient importante. Et une vie sans inclusion n'est pas une vie. C'est une énergie inutilement dépensée. Je me souviens d'un livre de je crois, Jean-Louis Servan-Schreiber dans les années 80 qui s'appelle L'art du temps. Et il expliquait dans ce livre qu'il y avait une chose étrange, c'est que nous passons notre temps à parler de l'argent. J'en ai pas, j'ai perdu, j'ai gagné, etc. Alors que l'argent, ça va, ça vient. Et on ne passe pas assez de temps à parler d'un capital qui est le capital de la vie, et ce capital dans lequel on tape dès l'instant où on est né, on tape dans ce capital et ce capital diminue. Eh bien, une fois qu'on a pris conscience de ça, on voit toute la valeur de ce que nous devons faire et comment on devons. Alors justement, ce capital humain, je suis convaincue quand vous avez eu tous ces résultats parce que vous êtes une femme dirigeante. Et là, vous parlez de 85 pays. Je suis très fière de mes origines slovaques parce que la première femme présidente de la Slovaquie, Zuzana Čaputová, elle a eu aujourd'hui 28 morts dans une population de 5 millions de personnes. Donc, c'est quand même important. Tous les journaux, toutes les Forbes, toutes les
toutes les grands magazines ont reconnu pour la première fois que cette vision de femme était extrêmement importante. Et quelles sont ces visions que vous donnez pour ces femmes qui veulent être dirigeantes, qui veulent prendre leur place? Aujourd'hui, je pense que le COVID a montré que la femme, il faut qu'elle prenne sa place. Il faut qu'elle soit proche de ses enfants dans leur éducation, mais le monde a besoin d'elle et sans ces femmes dirigeantes, la situation aurait été plus catastrophique. Modestement, moi, tous les matins, je me suis réveillée en me disant, j'espère que je n'aurai pas de collaborateurs fortement attaqués par ce virus et malades, et je touche du bois, on n'en a pas eu, mais c'est un coup de bol, donc c'est peut-être, alors la chance, on l'aide, mais quand même, c'est important à noter. Je pense que, d'une manière générale, les femmes, entre autres, puisque c'est une population qui a du mal à s'imposer, on voit bien que c'est encore compliqué, mais nous contribuons à cette complexité nous-mêmes aussi. Eh bien, il ne faut pas qu'on ait peur de prendre nos places. Il ne faut pas qu'on soit bouffé par des obligations et autres. Nous avons fait des promotions pendant cette période et il y a certaines jeunes femmes que je suis allée chercher, elles disaient « Ah non, 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 je ne suis pas sûre, etc. » Et il faut les valoriser. Eh bien, il ne faut pas avoir peur d'essayer de se sentir soutenu par ses collègues hommes, par ses collègues femmes, et d'apprendre à se valoriser et à progresser collectivement. Et encore une fois, moi j'ai des tas de tares, je suis une femme d'origine étrangère, gauchère, de groupe AB, de religion minoritaire, enfin bref, je coche beaucoup de minorités. C'est vraiment important qu'on n'ait pas peur de cela. Ce n'est pas très grave. L'échec n'est pas grave. Il ne se passera rien. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai probablement pas été la meilleure des mamans. J'étais pas mal occupée. Mais en revanche, je me disais en permanence, c'est pas très grave si ça marche pas. Je suis très anxieuse parce que j'aurai toujours la possibilité de revenir à la maison et de faire autre chose. Alors, je n'ai pas eu à le faire, probablement pas assez présente, pas assez dans la durée, mais en même temps, elles m'ont donné une énergie, elles sont des vrais exemples. Et tout ce que je vous dis aujourd'hui, dans cette compétence environnementale que modestement j'essaye de déployer, étant d'une génération qui a évidemment gaspillé, qui a profité du gaspillage, à l'insu de son plein gré, mais enfin qui en a profité, dans la dimension spirituelle, dans l'inclusion, etc. C'est aussi l'énergie que me donnent mes enfants, dont je suis particulièrement fière. Je pense aujourd'hui les femmes hésitent parce qu'on ne voit pas assez de rôle modèle de femmes comme vous. Et c'est très important. Et je vous remercie que vous êtes là. Vous êtes là pour le Wire, pour toutes les femmes dans l'immobilier. Parce que plus qu'ils voient de femmes rôle modèle comme toi, plus qu'ils seront à l'aise pour prendre ta place. Et je suis sûre, on attend tous pour donner notre place de dirigeant avec grand plaisir. Avec plaisir, et que la place sera tôt ou tard prise et qu'elle continue et qu'elle n'ait pas peur de dire « je peux le faire ». Oui, parce qu'il y a beaucoup de fédérations, il y a beaucoup de mouvements où peut-être il n'y aura pas la deuxième femme présidente, surtout dans le proche futur. Mais j'espère que toutes nos jeunes femmes vont avoir l'énergie pour convaincre ça. Merci, Mecca Brunel, la première femme présidente de Gecina, le CEO de Gecina, la première femme CEO de Gecina, et on est fiers de l'avoir parmi nos membres. Merci.